Allez, télé-plaisir, télé-utile et à polémique, 52 minutes pour arpenter, décrypter le monde du showbiz et ses dérivés, mais pas que. Nous étendons nos radars vers les sentiers aussi intéressants que passionnants. Alors, prenez place et ne bougez pas d'un poil. Bonjour à tous et bienvenue dans Pipolémique, PPLK, l'émission polémique, des exclusivités, des échanges et des débats. Des vérités crues également sur ce plateau et porté par notre panel d'experts avec comme affiche pour ce numéro de PPLK, Yann Cédric, Annie-France, Eunice Dago, ainsi que Marie-Dominique. Bonjour messieurs, bonjour monsieur, bonjour mesdames. Bonjour moi. Ça va. Vous allez bien, j'espère? Très bien, ouais. Alors, on y va direct avec la pandémie de la Covid-19, pandémie toujours présente. Alors, vigilance, heureusement, il existe des barrières universelles, n'est-ce pas? Effectivement. Comme première barrière, il faut se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon. À défaut de l'eau et du savon, il faut utiliser un gel hydroalcoolique, se frotter entre les paumes. Bien sûr, Yann Cédric. Et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle, Eunice. À défaut du mouchoir, si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire tout simplement dans le pli du coude comme ceci. N'est-ce pas, Marie-Dominique? Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier de respecter le mètre de distanciation entre vous et tout interlocuteur. Si vous faites ça, vous prenez soin de vous et vous protégez aussi les autres. Et le numéro le plus adéquat, c'est bien sûr le 119 pour de plus amples informations. Pour ce numéro de PPLK, vous pourrez suivre désormais sur les différents canaux, notamment 203 bouquets Canal+, pour tous ceux qui sont dans l'Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique centrale, 740 bouquets Start ainsi que le numéro 3 de la TNT en direct. Nous sommes également quasiment tous les jours du lundi au vendredi sur la page Facebook de la 3. C'est l'occasion pour nous de réitérer cette invitation à liker et à faire partie de cette belle communauté. Évidemment, si vous peinez à nous suivre en direct, c'est pas grave, nous sommes sur l'application RTI Mobile que vous pourrez télécharger tant sur Play Store que App Store et suivre également les différents replays nulle autre part que sur la page YouTube de la 3. Allez, PPLK, au sommaire, qu'est-ce qu'on a? Au sommaire de Pipolémique, aujourd'hui, une réflexion autour d'un thème saupoudré d'un soupçon d'humour à l'ivoirienne. L'univers du livre en Côte d'Ivoire a connu des hauts et des bas ces dernières années. Pour en parler, nous recevrons un homme averti qui fera l'état des lieux de la littérature avec nous. Ne bougez pas. Allez, une toute nouvelle configuration et un nouvel aspect de votre talk show qui va s'écrire ce mardi avec une immersion au cœur de la littérature et de l'univers du livre en Côte d'Ivoire, en compagnie de notre invité Michel Alex Kipré, que vous allez découvrir dans ce numéro de PPLK, qu'on va profiter pour éplucher les encablures de la littérature et plus précisément l'univers du livre en Côte d'Ivoire dans le serveur suivant. La littérature, dans toutes ses formes, le livre sous toutes ses coutures. À quoi servent les prix littéraires? Quelle est la responsabilité des maisons d'édition dont le plagiat des manuscrits? Sur la littérature et le livre, il y a beaucoup à dire. De nombreuses interrogations auxquelles tentera de répondre le journaliste écrivain Michel Alex Kipré, notre invité. Débat. Le livre en Côte d'Ivoire, on en parle dans ce numéro de PPLK. On vous rappelle toutefois que si vous avez envie d'intervenir dans notre débat ou dans nos différents échanges, vous pouvez le faire. C'est possible en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone sur le profil Facebook de la 3 et derrière, vous pourrez être en direct avec nous et donner votre avis qui est d'autant plus capital dans la suite de nos échanges. N'oubliez surtout pas pour les commentaires et les différentes sensibilités, le fameux hashtag PPLK. Notre invité est un homme multitâche, professeur de lettres, écrivain, éditeur et journaliste. Il est initiateur du prix littéraire Kyle Cédra des lycées, collèges et primaires. L'homme est aussi éditeur avec la création d'une maison d'édition dénommée Kyle Cédra Édition, éditeur d'œuvres littéraires. Faire aimer le livre est son combat, changer les mentalités est son ambition, portée par la culture, la littérature, le sport et la musique au plus haut des débats est sa volonté. Et justement, en recevant sur ce plateau pour parler du livre et de cette industrie ivoirienne, monsieur Michel Alex Kipré, s'il vous plaît. Michel Alex Kipré, homme de lettres, qui est l'invité de ce numéro de PPLK. Bonjour, monsieur Kipré.
Bienvenue à la maison, comme je le dis pour tous les invités. Merci. Vous allez bien, j'espère? Ça va, merci. Alors, il y a la pandémie du Covid-19 et tout. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que pour vous, cette période assez sensible est tout aussi évidente? Oui, moi, je pense que c'est des moments importants. On est mis à l'épreuve et je pense qu'il faut reconsidérer notre façon de voir, notre façon de faire. Et je ne suis pas sûr qu'après ça, les choses ne changent pas. Ouais. Je pense qu'au contraire, il faut commencer à s'adapter, apprendre à se mettre à 1 mètre, parce qu'on va le faire pendant longtemps, les interviews à distance. Je pense que même nos métiers vont changer, c'est considérable. Et notre façon de vivre, notre façon de voir le monde. La précarité, la légèreté, il va falloir faire attention maintenant. Et justement, parlons de métiers de corporation. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'univers du livre en Côte d'Ivoire. Déjà un état des lieux, l'état de santé de cette industrie. Comment se porte l'industrie du livre en Côte d'Ivoire? Je dois faire court, en fait. C'est ça? S'il vous plaît, oui. Ça va, on peut dire que ça va par rapport à là d'où on vient. Il y a 2 sortes en fait de livres. Il y a les livres scolaires, les manuels scolaires. Ceux-là, ils se portent assez bien parce que le public est déjà destiné. C'est les élèves. Et c'est un bon corpus. Il y a beaucoup d'élèves en Côte d'Ivoire. Donc quand vous faites un livre de manuel scolaire, les éditeurs préfèrent ce type de livre-là parce que les risques sont amoindris. Avant, on vous passe commande, vous savez que vous allez vous faire du chiffre. Parce qu'après tout, ce sont des entreprises, les maisons d'édition. À côté de cela, les choses se compliquent lorsque vous devez recevoir des auteurs et puis diffuser les livres. Parce que c'est toute une chaîne. L'ouvrage, d'abord, il y a un auteur qui a envie de dire quelque chose. Il écrit, il donne à une maison d'édition qui voit l'opportunité aussi bien culturelle que commerciale, encore une fois. Ça fait que des choses comme les poèmes se lisent un peu moins. On peut aimer, mais est-ce que ça va se vendre? Déjà que le livre passe en second plan. Maintenant, un livre qui parle de poèmes, parce que c'est très intimiste, est-ce qu'il va se vendre? Lorsque l'éditeur choisit quand même d'éditer le livre, il va dans un créneau de diffusion qui est la librairie. C'est la deuxième étape. On retiendra que ça va. Oui, ça va. D'accord. Oui, ça va. Ouais. D'accord. Monsieur, merci beaucoup pour cette brillante intervention au départ. Mais on souhaiterait savoir quelles sont les différentes étapes de production d'un livre. Il y a les livres de manuel scolaire, ça n'a rien à voir. Maintenant, les livres de littérature générale, il y a le manuscrit qui est écrit. Là encore, il faut que je fasse la différence entre 2 choses. Il y a l'auteur qui écrit. Celui qui écrit est un auteur, mais il peut être un écrivain. Il faut faire la différence entre les deux. L'auteur, c'est celui qui a envie qui a une idée à partager. Management des services publics, ça s'écrit par Feu Dibi, Charles Kofi. C'était pas gagné, c'est écrit par Drogba. Vous avez encore Zadi Kessi qui écrit des livres. Ce ne sont pas des écrivains, ce sont des auteurs. Ils ont un message à faire passer, ils ont comme support le même support qu'utilise l'écrivain. Didier Drogba, vous avez dit c'est un auteur ou C'est un auteur. Un auteur, ok. C'est un auteur. Il joue bien au foot, il faut qu'il reste auteur. Voilà. Didier Drogba, c'est un auteur. Ils écrivent donc ces ouvrages, ils font passer des messages. C'est compliqué quand vous voulez être écrivain. Quand vous voulez être écrivain, vous avez peut-être un message, mais vous devez soit aller choisir la poésie, soit la dramaturgie. Ce n'est pas le message qui importe, c'est le travail sur la langue. Exactement. Vous ne pouvez pas écrire, je sais pas, vous ne pouvez pas écrire facilement. Vous ne pouvez pas dire, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier que maman est décédée. Vous ne pouvez pas écrire. Ça, c'est un auteur qui va écrire. L'auteur. Mais l'écrivain, lui, va dire, aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. Ça, c'est les premières lignes de L'étranger d'Albert Camus. Oui, Albert Camus. Voilà, Albert Camus. Il a mis 9 mois pour écrire cette phrase. 9 mois. La phrase. Cette phrase-là, 9 mois, ça a coûté. C'est une belle Donc réponse. l'écrivain, il y a un travail de langue, sur la langue. Il faut que ces textes soient porteurs d'émotions. Il faut qu'il travaille la langue. Il faut qu'il agisse dessus. Donc un besoin esthétique. Ok. Ensuite, dans la continuité de la chaîne. Après cela, après que l'éditeur reçoive le manuscrit, il le traite, il le juge, il le publie, en espérant se faire de l'argent. Quand c'est une bonne maison d'édition, elle se dit, je veux faire des livres qui marchent et d'autres qui ne marchent pas, je veux faire la balance. Un peu comme Gallimard fait en France avec Harry Potter. Ici, à la maison d'édition Edilis, par exemple, il y a d'autres maisons, Eburni, ils font les deux. Il faut jouer sur les deux pour pouvoir tenir. Okay. Voilà. Maintenant, après cela, le livre part en librairie. Les Ivoiriens ne fréquentent pas vraiment les librairies. Moi, je me l'explique. Hein. Il y a une raison, ouais, Oui, justement. je me l'explique. La librairie représente la rentrée scolaire.
Voilà, c'est Pour vraiment... beaucoup de familles. Voilà, c'est un moment de dépense, c'est un moment qui n'est pas très agréable. On est en octobre ou en septembre, on n'a pas beaucoup de moyens, on sort des vacances. Il faut dépenser. Donc aller en librairie, c'est aller dépenser. S'acheter des règles, Donc quand vous déposez un livre en librairie, vous êtes en train de le mettre dans un endroit que ne fréquentent pas vraiment les Ivoiriens. C'est dommage, mais il faut se rendre compte. Donc le libraire, il essaie de vendre votre livre. Il arrive des fois, parce qu'il faut un lectorat, il faut des gens pour venir acheter le livre. Dans la société, celui qui lit n'est pas bien perçu. C'est dommage, mais c'est cela. D'accord. Vas-y. Monsieur Kipri, vous avez dit tout à l'heure que la librairie n'est pas l'endroit idéal pour vendre le mieux ses livres. Quel est l'endroit idéal alors? La question est bonne. Je pense que voilà, il ne faut pas trop abuser des mots. C'est ça, après on vous demande. L'endroit, c'est un endroit qui est bon, c'est l'endroit obligé, mais il faut qu'on adapte un peu nos mœurs, il faut qu'on s'approprie un peu. Il faut qu'on rapproche le livre des lecteurs, bien peut-être. sûr, il faut bien les rapprocher. En quoi faisant? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas des choses correctes, c'est-à-dire aller vers les lecteurs. L'Ivoirien est plus sensible à tout ce qu'il peut payer après. Donc vous vendez à crédit? Je ne dirais pas ça comme ça, les libraires ne vont pas être contents, mais il y a une façon, vous pouvez faire des dépôts-ventes. D'accord. Mais on peut le faire dans des ménages, on peut le faire. D'accord. Ce qui m'emmène à poser la question suivante. Dans ce cas, quelles sont les difficultés rencontrées en tant qu'écrivain et en tant qu'éditeur dans cette chaîne de production? Moi, j'ai beaucoup de soucis parce que je suis écrivain. Déjà, je ne peux pas m'éditer. D'accord. Parce que ça ne fait pas... Vous avez une maison d'édition? J'ai une maison d'édition qui s'appelle Caïcédra. Je me suis édité une seule fois, mais avec un autre auteur, Agnès Crédit. On a fait un livre sur une femme. C'était la première femme à conduire une voiture en Afrique. D'accord. Au volant d'une vie, ça s'appelle. Ça, c'est ma maison d'édition qui est éditée. Les difficultés, c'est que c'est un risque en plus. C'est un risque. Parce que rien ne vous dit que le livre va marcher. Rien ne vous dit, mais il faut le faire quand même. Donc, il faut pouvoir être un peu citoyen sur les bords. Il faut pouvoir faire quelque chose en vous disant ça peut ne pas marcher. En réduisant quand même le coût. En tant qu'auteur, il y a le fait que vous avez des fois envie de plaire. D'accord. Et là, il y a un problème. Donc vous partez en vous posant des questions, c'est ça? Donc beaucoup de questions. Beaucoup de questions. D'accord, ok. D'accord. Alors, est-ce que le fait pour les étudiants d'avoir peur d'aller en librairie, de ne pas se sentir en sécurité là-bas, est-ce que ce n'est pas à cause de la cherté des livres? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une sorte de politique de prix qui fera en sorte que les élèves et les étudiants, par exemple, achètent un prix à un coût moins important que le fonctionnaire, pour le même livre, par exemple? Oui. L'accessibilité du livre. On a l'impression que les Ivoiriens n'aiment pas lire. C'est faux, ils aiment. On allait y venir, rassurez-vous. Quand on vient, on vous donne le livre, il veut acheter le livre. Quand le livre n'est pas cher, moi j'ai des livres pas chers, des fois ça fait 5 000. D'accord. C'est quand même un petit sac de riz, ils font vite le calcul, ils se disent, bon, ok, je vais différer. C'est ça. Et puis quand on ne meurt pas d'avoir pas lu, il peut faire manger par exemple. Donc, c'est pas la... Ils n'ont pas encore le réflexe de prendre en priorité. Le problème n'est pas le coût forcément des œuvres. Pas forcément. Mais c'est plutôt la culture peut-être. Pas forcément. Mais avec les derniers SILA, le SILA c'est le salon du livre, lorsqu'on casse quand même les coûts, lorsqu'il y a une promotion, on voit que les livres partent, ils sortent. Exactement. Mais pour rebondir sur la question de Marie-Dominique, qui est magnifique, est-ce que vous déposez des livres, par exemple, dans des universités pour qu'ils soient accessibles aux étudiants ou dans des grandes écoles, justement? Comment ça se passe, en fait? D'abord, quand un éditeur fait ça, il rencontre... Le chef d'établissement? Quand un éditeur fait ça, il rencontre le colère. Les collègues, d'accord. Non, les colères. Les Il colères. rencontre les colères de qui? Du libraire. Qui est le passage obligé. C'est le libraire qui vend les livres. Si vous sautez le libraire, alors que l'établissement en question ne paye pas de taxes, le libraire paye des taxes pour vendre les livres, vous partez déposer les livres. Donc vous, éditeurs, vous êtes contre en fait la librairie. On triche un peu. Souvent, à la rentrée scolaire, certains vont jusqu'à déposer les livres directement dans les établissements pour faire tout et bien. Oui, mais les libraires ne sont pas contents, c'est la bataille interne. Et c'est un peu normal aussi. C'est normal, ils ont une librairie, ils payent des taxes. Et puis, il prend 30% le libraire sur un livre. D'accord. Quand tu vas directement, bon, certains prennent 25, c'est pas tout le monde qui prend. D'accord. Vous discutez, vous tombez d'accord. Il voit l'intérêt du livre, il prend 25 ou 30. Et quand vous allez directement dans l'établissement, lui n'a pas cette 30%. Là, vous revient directement. Ces 30% reviennent
à l'éditeur. Donc l'éditeur se trouve être un concurrent Du libraire. libraire. D'accord. C'est gênant. On parle de coût. Il se dit souvent que dans la chaîne, les écrivains sont les parents pauvres de la chaîne. Est-ce que c'est moins vrai nantis, on va dire ça comme ça. Je peux vous confirmer. C'est vrai. Je peux vous Mais qu'est-ce qui explique cela alors? 5%, des fois, on vous reverse sur un livre. Mais un livre, ça ne coûte pas. Je vous ai parlé de Camille. 5%. tout à l'heure. 5%, des fois. Et puis, il faut savoir négocier. Moi, j'ai négocié avec un éditeur. J'ai fait une grosse négociation parce que moi, je me forme, j'aime bien toute la chaîne. Toute la chaîne m'intéresse. J'ai pu avoir 30%. Mais c'était une grande première. 30%, ça représente quoi sur un livre, par Ah, un exemple? livre de 10 000, on te donne 3 000 francs. 3 000 francs. D'accord, mais qu'est-ce qui explique ce fait-là alors que ce sont les auteurs qui sont à la base de l'œuvre? Il faut changer les choses. C'est des injustices. Il est à la base de l'œuvre. On peut vous répondre, OK, allez-y, éditez alors. Comme vous êtes à la base. Le problème, c'est que on n'arrive pas à quantifier la pensée, c'est le savoir. Ça prend du temps. Je vous ai dit tout à l'heure que Camus a mis 9 mois, une phrase. Mais vous pouvez mettre 10 ans. On a perdu son âme à Zovobi, qui a écrit qui est décédé il n'y a pas longtemps. longtemps, Un oui. poème magnifique, c'est l'un des Oui, meilleurs un poète, poèmes. ouais. Il a mis 20 ans, de 80 à 2000. Journaliste à notre voix. Oui, 80 à 2000 avant de sortir un livre, 20 ans. Allez, évoluons dans nos échanges en compagnie de notre invité, Michel Alex Kipré. Intéressons-nous à présent à la littérature enfantine et à la littérature à l'eau de rose. Est-ce que ces deux littératures-là peuvent être considérées comme de la sous-littérature? Je vous proposerai d'écouter mon équipe à travers ce débat. D'accord. Moi, je vais déjà parler de la littérature à l'eau de rose. Je pense que c'est une littérature qui est considérée comme une littérature légère, simplement parce que généralement, quand on prend ces œuvres-là, on sait à quoi s'attendre. On n'a pas vraiment, ils se disent, on n'a pas vraiment du nouveau. On sait qu'on aura des rencontres, on aura une difficulté, et après, on aura une belle fin. Mais cette littérature-là a son public et elle vend beaucoup. La preuve, en 2017, en France, non, dans le monde même en 2017, chaque seconde, 4 livres à l'eau de rose se vendaient. Donc vous imaginez qu'ils ont un public, non mais vraiment important. Et pour moi, ça prouve que ce n'est pas une littérature légère, c'est une littérature au même titre que toutes les autres littératures. Ouais, pour enchérir, on a la maison d'édition Harlequin qui vend pas moins de 5 millions de livres par an. Exactement. Ce qui est un chiffre assez considérable. Merci à Nice Lago pour cette analyse. D'accord. Annie, oui, je veux rester sur la littérature à l'eau de rose et dire que j'ai un avis contraire. Effectivement, les chiffres sont bons, les chiffres sont beaux, mais il existe aujourd'hui un problème, une discussion entre les puristes, entre ceux qui mettent, ceux qui classifient carrément la littérature. Ils nous sortent une sorte de classification élitiste de la littérature. Ils nous disent qu'il y a la littérature sous-littérature, entre griffes, qui est la littérature légère et la littérature pure et dure. Aujourd'hui, Guillaume Musso et Marc Lévy, qui sortent tous deux du monde des affaires, l'un est informaticien, l'autre est économiste, qui sortent des livres. Les autres jugent ce livre-là comme étant de la littérature légère parce que les mots sont simples. Des exemples ici, sous nos cieux, avec Kanzata Ouattara. Avec Kanzata Ouattara et les coups de la vie, exactement. Alors, les mots sont simples. Le public, il est déjà jugé, il est déjà carré et la recherche ne va pas loin. Et surtout, il y a la valeur commerciale qui est là. Et justement, c'est ce qui pose problème en ce moment. Donc, ce que je disais d'entre-deux jeux, ceux qui sont vraiment de la littérature pure et dure, qui nous font de la littérature comparée, angliciste et francophone, nous disent que justement, ces livres-là sont légers et c'est de la sous-littérature. C'est encore de la littérature légère. Voilà. Alors, on a entendu deux avis. Qui d'autres souhaiterait renchérir? Alors moi, je vais parler de la littérature enfantine. Je pense pas que ce soit de la sous-littérature. C'est vrai que, comme Annie l'a dit, le débat existe depuis longtemps. Et historiquement, on les considérait comme faisant partie de la paralittérature parce que ils n'abordaient pas, ces littératures-là n'abordaient pas les thèmes très très techniques, trop philosophiques. C'est une littérature pour enfants, c'est normal. Après, on adapte à la cible, et ce sont des enfants. Donc, il faudrait que ces enfants-là puissent comprendre ce qu'on essaie de véhiculer comme message. C'est aussi le fait que ces littératures-là, ces œuvres étaient distribuées dans les gares, les supermarchés. C'était pas à l'époque, c'était accessible à tout le monde, c'était pas dans les librairies. Alors qu'on considère que ce sont les libraires qui sont les professionnels de la distribution du livre. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses ont changé.
ce genre de littérature a fait son temps, a fait ses preuves. Et aujourd'hui, on retrouve des œuvres pour enfants dans les librairies de renom. Donc, je pense qu'on ne devrait plus les considérer comme sous-littérature. Je pense que c'est des littératures à part entière. Ça a une très grande importance pour les enfants puisque ça permet déjà aux tout petits de construire une certaine culture littéraire. Et qui sait, demain, ces enfants-là pourront proposer des sujets, des livres, des œuvres avec des thèmes plus philosophiques que ça. Donc, en plus, c'est des littératures qui ont traversé le temps. Et marqué des générations d'écoliers. Alice au pays des merveilles. La fable de La Fontaine, qui continue à présent d'être étudiée. Il y en a Alice au pays des merveilles, tu disais, Le Chaboté. Il y a tellement d'œuvres de ce genre. Oui, mais après, le contenu de ces ouvrages, le contenu de ces œuvres-là, moi, je les traite de légère parce que à cet âge-là, l'enfant est en quête d'identité. Et ce qu'il voit dans les livres lui montre une autre réalité que ce qu'il vit au quotidien. Je m'explique. Dans ces littératures légères, enfantines, on voit ce petit garçon qui a tendance à vouloir être prince, cette petite fille qui a l'esprit héroïne, tout ça et tout. Mais une fois qu'on arrive dans la réalité, c'est tout autre chose, c'est tout un autre monde. Je préférais qu'on propose dans les littératures enfantines la fonction véritable de l'enfant. Alors que là, on lui montre un rôle qui est autre que celui qu'il vit dans sa famille, dans sa société. Il n'est pas dans le réel. Un rôle imaginaire. Voilà, un rôle imaginaire. Et donc, ça peut créer un certain conflit dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de voir les choses. Ce qu'on lui dit qui pourrait favoriser son élévation, son édification, c'est un monde imaginaire. Et ce qu'il vit dans la réalité, c'est un monde, c'est quelque chose de concret, c'est direct, c'est là. L'enfant doit aller à l'école pour acquérir des connaissances, une expérience empirique des choses de la vie. Mais dans les livres, c'est tout autre chose. C'est que de l'imagination. Comme Marie-Dominique l'a dit, Alice au pays des merveilles. C'est une princesse. Après, il a besoin de rêver aussi, l'enfant. Voilà pourquoi c'est léger. Alors que quand on arrive dans la réalité, c'est plutôt la petite qui est obligée de travailler. Si tu ne travailles pas, on va te taper dessus. Donc, on regarde Alice au pays des merveilles, où tout est rose. Et dans la réalité, il y a un peu le caractère rogalien. Et dans la réalité, les enfants ne travaillent pas, il faut rappeler ça. Oui. Effectivement. Alors, monsieur Kipré, vous avez entendu pêle-mêle différents avis. Quel est Elle lui donne du sourire déjà. Je suis un peu embêté parce que tous les exemples, et c'est très important, tous les exemples que j'ai entendus sont des exemples étrangers. C'est-à-dire quoi? C'est que la construction de nos enfants est faite par des livres étrangers. Il y a des livres locaux. Il y en a. Il y a des livres locaux. Fatou Keïta, dont les ouvrages parlent de notre environnement. Elle a fait un livre qui s'appelle Le petit garçon bleu. Oui. C'était pour montrer le racisme. C'est ça. Elle a fait L'Ab, elle a fait un livre. L'Ab qui souriait tout le temps. Un livre sur le sida. C'est notre univers, le sida expliqué aux enfants, le racisme, la ségrégation, on va dire. Elle a bien fait, elle était tellement ingénieuse, elle n'a pas dit le garçon blanc, noir, elle a dit le garçon bleu. Vous comprenez? Donc, il y a un travail qui est fait ici sur le plan local. Il y a vraiment un gros travail qui est fait. Le Père Noël, le Mange la Tiquée. Ce sont des ouvrages qui prennent en compte nos réalités. Ça fait un moment déjà que la littérature ivoirienne s'occupe de l'environnement, s'occupe de construire mentalement, moralement, psychiquement nos enfants. Ça fait un moment. Donc, Alice au pays des merveilles, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Depuis un moment, la littérature enfantine en Côte d'Ivoire se porte très bien. Moi, je me suis déplacé plusieurs fois avec Fatou Keïta. Quand on sort, c'est elle qui dédicace. Alors, la question, est-ce que cette littérature, aussi ivoirienne qu'elle est, peut être considérée comme une sous-littérature? Ce n'est pas de la sous-littérature, pas du tout. Au contraire, c'est à ce moment que l'enfant se construit. Moi, j'ai du mal à lire. Aujourd'hui, je lis utile. Quand je lis, c'est que j'ai besoin. C'est quoi lire utile? Lire utile, c'est lire parce que j'ai besoin. Par exemple, je suis aussi journaliste. On peut me donner un livre, pardon, fais-moi une critique. C'est rentable, on me paye à faire des critiques. Je fais la critique, je dépose. Donc, je lis parce que je dois rendre compte du livre. Si je dois écrire sur, je sais pas moi, la délinquance, il me faut lire des livres sur la délinquance, même si c'est une fiction. Je me nourris de cela, donc je lis utile. Je peux lire un passage d'un de mes livres pour pouvoir m'inspirer, pour poursuivre. Je lis, tout ce que je lis doit m'apporter quelque chose. Mais l'enfant, du coup, moi je suis déformé, je ne lis pas à la recherche du plaisir. Je n'ai pas le temps de lire et puis m'évader. Mais l'enfant, c'est le moment qu'il a pour s'évader. Et contrairement à ce que vous dites, il faut laisser les enfants rêver. Il faut les laisser croire
que papa a tout l'argent du monde, il faut laisser croire que s'il monte sur le poulet, il peut s'envoler pour aller au ciel. Il faut qu'il croie ce genre de choses. Mais s'il se rend compte que dans la réalité, c'est pas possible. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est grave, ça peut le déformer. Il y a aussi. des utopies concrètes qui sont utiles. C'est indispensable à un enfant. C'est indispensable de penser que papa est fort. C'est indispensable. Si tu grandis avec l'image de ton papa, tu sais qu'il a chaud, il faut qu'il se démène pour pouvoir aller au travail et tout ça. Mais tu ne peux pas être ambitieux, tu vas avoir des rêves rabougris toi-même. Il faut pouvoir laisser les enfants rêver. Il y a un âge pour ne plus rêver. Mais tant qu'on est enfant, là, cette littérature-là, elle est la construction, mais elle est importante parce qu'après arriver à un certain âge, peut-être déjà vous êtes plus jeune, mais déjà je suis sûr que vous lisez de moins en moins. Peut-être que vous m'avez rejoint, peut-être même que vous lisez des livres. Parce que c'est utile. Sinon, moi, si je ne passe pas ici, vous n'allez pas me lire. Continuons de rêver, monsieur Kipré, sur ce plateau. Et abordons à présent les prix et distinctions dans l'industrie du livre en Côte d'Ivoire. Annie-France. Oui, et justement, quels sont les différents prix et distinctions les plus représentatifs en Côte d'Ivoire et sur le plan international aussi? Il y a le plan international, je veux Déjà en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, d'accord. Il y a le prix le plus reconnu, c'est le prix Ivoire. Oui. Il y a le prix, un prix de manuscrit d'or. Et je vais citer le mien, je suis obligé. Il y a le prix Caïcédra. Vous le citez parce qu'il est représentatif ou bien parce que c'est le vôtre? Représentatif. Bon, les deux, mais les représentatifs, pourquoi? Parce que d'abord, le prix Caïcédra a été créé avant les autres prix que je viens de citer. Il a été créé au niveau de l'antériorité. Mais il y a des difficultés dont on parle dans l'organisation d'un prix. Moi, le prix Caïcédra, je le fais sur fonds propres. Je le fais sur fonds propres. J'ai bénéficié une ou deux fois de l'aide de quelques maisons d'édition et tout cela. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des difficultés pour organiser un prix. Quand vous organisez un prix, c'est la mise en lumière de certains auteurs. Mais ce n'est pas ça le plus difficile, ce n'est pas organiser le prix. Que devient le destin de cet auteur? Que devient le livre? Souvent en Afrique, le problème c'est que la cérémonie a eu lieu et puis plus rien. Vous ne voyez même pas l'auteur faire plein de bateaux, vous ne voyez plus rien. Donc là encore, c'est un héritage de ce qu'on voit en Europe. On fait une soirée glamour, c'est bien. Voilà, des petits fours, on se laisse dorloter par le champagne et tout. Mais après, le destin, où est la place du livre? Non. Je ne suis pas en train de faire la promotion, mais je vais vous expliquer. Oui, parce qu'on mime. D'accord. Même chose, parce qu'on mime. Il faut s'approprier les principes et puis faire autre chose. Je vous donne rapidement pourquoi j'ai eu envie de faire le prix Caïcédra des lycéens et collèges. Ouais. Quand j'écris un livre, c'est un autre auteur qui va le lire parce qu'on fait de l'entre-soi. On est entre nous, soit on est auteur, on est ceci. Donc, je lis, j'écris un peu pour un auteur écrit pour moi. Donc, à la fin, on n'augmente pas la population de l'auteur. On n'augmente pas la communauté, c'est restreint. On s'entraide, c'est suicidaire, ce cloisonnement-là. À quoi je pense? Je dis, il faut trouver de nouveaux lecteurs. Donc, moi, les livres, on les distribue dans les établissements, dans les lycées et collèges, diversifiés. Les malentendants, il y a 2 ans, on les a fait participer. C'était magnifique. Les malentendants, depuis, ils ont fait un dictionnaire. Okay. Ça leur donne envie de lire. J'ai découvert plein de choses. On va aller vite. Donc, on fait passer tous ces enfants-là qui lisent. Et une fois qu'ils lisent, ils ont 10 ans, ils ont 14 ans. À la fin, au bout d'un moment, ça devient de gros lecteurs parce qu'ils ont appris très tôt. Ils ont eu le bon prix de l'enfance. Ils commencent à être de vrais lecteurs. Et ça change la société. C'est ceux-là demain qui font l'apprentissage de la démocratie. Ok, donc nous retenons le prix Ivoire, le prix Caïcédra. Manuscrit d'or. C'est au plan local. Au plan local. Mais il y a le prix Jeanne de Cavalli. Jeanne de Cavalli, c'est pour les tout petits. Parce que Jeanne de Cavalli, c'était écrivain. Et puis il y a le prix Bernard Dadier aussi. Oui, c'est ça. Bon, à l'international, on dira les plus connus, l'Académie française, Goncourt, Renaudot, Féminin. Moi, j'ai participé au prix Goncourt. On n'est pas nombreux. Ouais. Pas nombreux. Qui d'autre, à part vous, en Côte d'Ivoire? Non, c'était en tant que jury. Ah, d'accord. En tant que jury? Oui, parce que j'étais... C'est en quelle année? C'est vieux. D'accord. Pas faire première jury, ça doit être 2000. Voilà. 20 ans. Marie-Dominique. Justement, quels sont les critères d'attribution de ces prix-là? Et qui les établit, ces critères, ici en Côte d'Ivoire? Moi, je vais parler du prix Caïcédra rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les enfants qui sont membres du jury. Les enfants? Ah, vous voyez que ça change tout. À partir de quel âge?
Il y a 2 niveaux. Il y a D'accord. le collège et puis il y a l'école primaire. Ok. Donc les enfants lisent, et je vous assure, on a découvert des choses. Ils viennent, ils lisent, et puis après, ils se permettent de sanctionner Fatou Keïta. Il faut voir ces mômes là en train de dire « Ah, moi, je n'ai pas aimé, les dessins sont mal faits ». Il se prend en charge, il devient c'est lui qui est censeur. D'accord. Les rôles sont inversés et il discute avec son voisin qui a aimé un autre livre. Ils font quoi? L'apprentissage de la démocratie. Mais- Parce qu'à la fin, c'est le livre d'un autre qui peut passer. Après, les lauréats, ce sont les tout petits, les lauréats. Non, il y a 2 lauréats. Il y a l'auteur que les enfants ont choisi et on distingue l'un des enfants pour qu'il soit en vue et qu'il n'ait pas honte d'être lecteur. D'accord. Et que représentent ces prix et ces distinctions-là pour un écrivain dans sa carrière? Beaucoup, il y a une bonne mise en lumière, il va faire le plateau, il va passer ici à votre émission. Dans le cas du prix Calcedra, hein, ou généralement dans les prix... Il passe le prix Cassida, je fais passer dans les écoles. Je fais passer dans les écoles. On va jusqu'à Ferké, on va jusqu'à Dabou, on va partout. On va partout pour parler. Ça, c'est du corps à corps. On parle avec les enfants. Et on a sorti certains enfants de ce milieu-là qui deviennent aujourd'hui des auteurs. Bientôt, on va en éditer 2. Est-ce que c'est le cas pour les autres prix, les Ils autres sont plus récompenses? prestigieux. Ils sont plus prestigieux. Moi, je travaille dans le corps à corps, eux sont plus prestigieux. La cérémonie est belle. Voilà, ça se passe bien. Comme ailleurs. Solennel. Oui, c'est solennel, c'est bien. Dans le côté feutré, et puis ça reste que feutré. Je ne peux pas dire ça. Je sais que c'est feutré. La suite. Je ne sais pas si ça reste feutré. Allez, on va refermer cet axe avec les prix distinction avec la petite histoire de Yann Cédric. Tout à fait. La petite histoire, il s'agit d'un célèbre écrivain ivoirien né en 1916 à Assini. A reçu 2 fois le prix de la littérature d'Afrique noire avec sa première œuvre. Ouais. Oui, Patron de New York en 1965 et La ville où nul ne meurt en 1968. Il s'est éteint le 10 mars 2019 à 103 ans. Donc voilà pour la petite histoire. Un mot sur cette petite histoire. Bernard Dadi, Bernard Dadier, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. La première fois qu'on faisait le prix Caïcédra, on l'a invité humblement. Il est venu, il s'est prêté au jeu, on l'a décoré, on lui a donné un prix honorifique. C'est un très grand monsieur, d'une humilité pas possible. C'est un grand monsieur. On n'en trouve plus parce qu'aujourd'hui, le problème des écrivains, je le dis rapidement, ils savent tout. Ils sont bons, ils sont forts. C'est ici aujourd'hui. vous faites partie de ces sachants? Moi, non. Je ne crois pas savoir. Bernard Dadi, c'était quelqu'un de très humble. Il pouvait vous écouter, alors que vous ne savez rien. Il vous écoute. Donc c'était l'humilité. Il y a des choses qu'il faut, un gros écrivain. Il faut qu'il soit humble. Il faut qu'il ait l'impression, même quand il a eu 2, 3 prix, de commencer. Il faut que chaque nouveau roman soit un début, ce soit une aventure. L'univers très passionnant du livre en Côte d'Ivoire en compagnie de notre invité, M. Michel Alex Kipré. On apprend beaucoup de choses, on espère que vous également. On aura une seconde partie tout aussi intense avec, on va parler des livres de mauvaise qualité, à qui la faute, éditeur ou auteur. On va parler également des droits d'auteur, de plagiat, de manuscrits. Et puis enfin, on va terminer avec l'avenir du livre dans le Côte d'Ivoire en rapport avec, bien sûr, le numérique. Et puis polémique, deuxième partie, nous y sommes. Un débat toujours aussi édifiant qu'instructif. Nous parlons toujours de littérature et décryptons plusieurs aspects du livre en Côte d'Ivoire. En tout cas, retrouvez-nous sur nos différents canaux 203 en ce qui concerne le bouquet Canal+, pour toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. L'application RTI Mobile, quant à elle, est disponible sans téléchargement sur Play Store et App Store. Et nous sommes en direct, comme vous pouvez le constater, sur le profil Facebook de la 3. Alors n'hésitez pas à partager vos sensibilités, vos commentaires, sans y intégrant bien sûr le fameux hashtag PPLK. L'industrie du livre en Côte d'Ivoire en compagnie de notre invité avec lequel on prend plaisir à échanger. Il est professeur de lettres, écrivain, éditeur, journaliste. Il est également à la base de la création d'une maison d'édition dénommée Caïcédra Édition, éditeur d'œuvres littéraires. Et nous allons aborder l'axe suivant et parler de livres de mauvaise qualité. Alors, déjà, à qui revient la faute? Entre l'éditeur et l'auteur. Mais avant, c'est quoi un livre de mauvaise qualité? Ou c'est quoi un livre de bonne qualité? Il y a l'aspect technique déjà. De mauvaise qualité, il y a des mentions spéciales que doit avoir un livre. S'il n'a pas ces mentions, ce n'est pas un livre. Ça peut être une rayure, ça peut être toute autre chose. Et il y a beaucoup de... C'est dommage qu'on en voit. Sur le marché, des fois, vous voyez quelque chose qui paraît être un livre, c'est une revue, ce n'est pas encore un livre. Le livre doit avoir ce qu'on appelle l'achevé d'imprimé.
C'est des notifications qui montrent que ça a été fabriqué ici et là. Il y a le contact et l'adresse, le nom de la maison d'édition. Il y a aussi le contact et l'adresse de l'imprimeur. Il y a ce qu'on appelle l'ISBN. L'ISBN, c'est, en anglais, je crois que c'est International Standard Book Number. C'est à peu près la carte d'identité du livre. Ça veut dire quoi? Chacun a sa carte d'identité, chacun son empreinte. Et c'est partout dans le monde, il y a un seul numéro, c'est composé de 13 chiffres. Avant, il y avait 10 chiffres, mais depuis janvier 2007, c'est 13 chiffres. À partir de ces 13 chiffres, vous frappez, on retrouve tout de suite le livre. Donc, c'est déclaré dans le monde entier. Vous prenez votre livre, vous pouvez le retrouver. Il y a cela, je parlais de quoi encore? Il y a le dépôt légal. Quand vous sortez le livre, il faut aller le déposer aux archives ici. On vous donne 7 exemplaires, la dame enregistre, elle donne 2 exemplaires à la bibliothèque, ainsi de suite. Ça veut dire que votre livre est sur le territoire. Ces choses-là doivent être faites. Pour moi, les gens, aujourd'hui, on est dans la transgression des règles, mais pour moi, un livre qui n'a pas ça, ce n'est pas un livre. D'accord. Déjà, ce n'est pas déjà un livre, donc je ne peux même pas parler de la qualité. Maintenant, la qualité même du livre, il y a le papier. Il y a le papier. Vous voyez, des fois, on prend les papiers de journaux, on dépose les papiers blanchâtres. Le papier bouffon, c'est le papier qui est adapté au livre, au roman surtout. Le papier bouffon, c'est le papier un peu jaune, un peu, qui fait vieillot, mais ça rappelle les anciens livres. Ça, c'est le bon papier adapté pour les livres. Justement, à qui revient la faute entre l'éditeur ou carrément l'auteur? Vous allez encore écouter nos panélistes qui vont donner leur avis. Ça reste leur avis et puis après vous allez enchérir. On commence par Marie-Dominique. Alors moi je pense que la faute, elle revient aux éditeurs parce que pour moi, ils ont la plus grosse responsabilité dans la qualité d'un livre. Lorsque l'auteur finit un livre, il soumet ce livre-là à l'éditeur qui doit s'assurer qu'il est de bonne qualité. Et malheureusement, ce n'est pas toujours fait. L'invité vient de le dire tout à l'heure, des fois il y a des livres qui ne sont pas de bonne qualité mais qui sont passés chez l'éditeur. Ça veut dire que quelque part il a failli à cette mission-là. Je ne sais pas si ça se fait en Côte d'Ivoire, mais ailleurs, dans des pays, l'éditeur peut demander à l'auteur que le manuscrit qu'il reçoit soit accompagné d'une lettre d'intention afin de voir si, afin de mieux comprendre le projet, de voir s'il est en accord avec l'ouvrage, si les personnages ont été bien travaillés et tout ça. Donc il y a un travail qui doit être fait par l'éditeur qui parfois n'est pas fait. Je pense aussi que le fait pour nous d'avoir beaucoup d'éditeurs maintenant, ça peut être un problème. Parce que l'invité en a parlé aussi tout à l'heure. Il y a des auteurs qui ont des fois été refoulés par des éditeurs parce que leur livre n'était pas bon. Donc au lieu, plutôt que de travailler, de retravailler sur le livre, ils créent des maisons d'édition. Pour certains, je ne dis pas que tout le monde fait ça. Hein. Ils créent des maisons d'édition. Tu n'index personne non plus. Hein. Voilà. Ils créent des... Non, pas du tout. Pas du tout. Ils créent des maisons d'édition et finalement, leur livre est publié. Donc ces nouveaux éditeurs-là, qui n'étaient pas des auteurs très, très performants, je vais dire ça comme ça, vont à leur tour éditer d'autres livres, d'autres auteurs. Et le résultat, c'est que finalement, on a des livres qui ne sont pas de très bonne qualité. Donc pour Marie, on comprend, pour toi, c'est la faute incombe aux éditeurs. Aux éditeurs. D'accord. Déjà, pour répondre au dernier point que tu as développé, les écrivains peuvent se convertir, si tu veux, en éditeurs, mais ils ne peuvent pas, vous avez dit, M. Kipré, ils ne peuvent pas eux-mêmes éditer leurs œuvres. Donc déjà, ils ne peuvent pas aller être éditeurs parce qu'ils ont envie forcément de se faire voir ou de faire éditer leur œuvre. Et à côté de ça, je pense que l'écrivain, c'est lui, là... Il a dit qu'il avait fait éditer son œuvre. Parce qu'ils étaient en collaboration. Donc ça peut se faire. Maintenant, je veux dire, je pense que pour moi, c'est l'écrivain, c'est lui qui fait le boulot, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui sait l'idée qu'il veut transmettre. Et une fois que cette idée est bien transmise, je ne suis pas toujours d'accord avec le fait que ça ne soit pas bien rendu avec tout ce que vous avez cité comme technique, mais quand un lecteur se retrouve avec l'œuvre en main, qu'il lit, pour moi, dès qu'il perçoit le message, le travail est fait. Et c'est, bien sûr, pour moi, c'est une bonne œuvre dès l'instant où ce que l'écrivain voulait transmettre à ses lecteurs passe. Alors, moi, je pense que la faute il n'est pas galant, c'est pas grave. Désolé. Vas-y. La faute est pour deux. Quand on se retrouve en face d'un écrivain qui n'a pas de la cote, et il se laisse influencer par les intentions, par la manière de réfléchir de l'éditeur. Du coup, sa plume est corrompue. Il ne transmet plus réellement ce qu'il désire transmettre. Et par la suite, lorsque l'éditeur ne fait pas son travail comme il se doit, la correction et tout ce que M. Kipré a cité tout à l'heure, automatiquement, on se retrouve face à une mauvaise production. Donc, de quelque part, il y a cet écrivain-là qui manque de confiance en lui
qui n'arrive pas à s'imposer face à l'éditeur. Et puis, il y a l'éditeur qui, lui, pour justement se faire simplement de l'argent, ne travaille pas de fond en comble sur l'œuvre. Si on comprend ton raisonnement, la fonte incombe aux deux parties. Aux deux parties, effectivement. Ok, Annie. Ah ouais, je suis un peu d'accord avec lui, mais d'une autre manière. Ce Ok. que je veux dire, c'est que les fautes d'orthographe, de grammaire, tout ceci doivent être recensés par l'éditeur, d'accord? Donc l'éditeur, il reçoit, il lit, il appartient à l'éditeur de s'assurer que les textes sont originaux. Au-delà de ça, et bien sûr que le livre se vende bien, parce qu'il y a toujours la valeur commerciale qui suit un livre. Voilà. Donc ensuite, une autre faute incombe aussi à l'auteur parce que faut qu'il prenne le temps de relire. Il a le droit de demander de l'aide à quelqu'un d'autre, de relire, de peaufiner son œuvre avant de le balancer, avant de l'envoyer à l'éditeur. Voilà pourquoi je dis que la faute incombe aux deux. Et puis, il peut se prendre un nègre. Donc, il va écrire, il va relire avant de l'envoyer à un éditeur. Donc, si l'éditeur ne prend pas le temps de relire, encore une fois, pour s'assurer de la pertinence ou de la valeur de ce livre-là, forcément, il sera un mauvais livre. Monsieur qui peut. Ce sera un livre de mauvaise Beaucoup de qualité. choses ont été dites. Pour répondre à ce que vous avez avancé, vous croyez qu'en principe, c'est l'auteur doit s'imposer. Mais en fait, c'est faux. Plus l'auteur est célèbre, moins il a de marge de manœuvre. Parce que là, on est dans un registre très commercial. On peut lui donner un thème. Comme ça se fait. Tout à l'heure, il a cité Musso. Avant, parce qu'en France, c'est 600, 700 livres qui sortent par an. Ouais. En Côte d'Ivoire, on doit être à 1 livre et demi, 2 livres par semaine. Ça fait à peu près 100 aussi. Mais tous ces livres-là, il faut les toiletter. Mais on vient, c'est un marché qui est concurrentiel. Donc moi, je me dis, vous allez voir qu'on va finir avec le Corona. Il y aura beaucoup de livres sur le Corona. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est le thème qui est vendeur. Le thème est vendeur, on va vouloir faire le livre. Mais quand vous êtes une bonne plume, on vous dit, faites-le sur le Corona. C'est au contraire ceux qui marchent, qui sont un peu tripotés par les raisons commerciales. Contrairement à ce que vous croyez. Les grands auteurs, ceux qui vendent beaucoup, On leur met beaucoup la pression, surtout on les aide. On les aide. J'ai écrit quelque part dans un de mes livres que l'écriture est un acte collectif. Quand vous finissez d'écrire, des fois votre titre est changé. Oui. Votre titre est changé. Alors, pour des raisons commerciales. À qui revient la faute? À tout le monde. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas cité. C'est vrai, l'éditeur est fautif, vous avez eu de belles interventions. L'éditeur est fautif. L'auteur, c'est son nom. On ne va pas marquer sur mon livre, on ne va pas marquer le nom de quelqu'un. Que ce soit qu'il y ait des fautes dans mon livre. Mais c'est aussi moi. Parce que c'est moi qui me suis levé pour prétendre être auteur. C'est moi qui ai écrit ces phrases tordues là. C'est moi qui les ai écrites. Mais il y a quelqu'un que vous ne citez pas. client, C'est le lecteur. le lecteur, client, ouais. Mais il est fautif de s'accommoder de tant de nullité. Des livres, des fois mal faits, des fois il y a des fautes, il s'en accommode. Des fois, il ne se rend même pas compte. Et c'est ça, je te Mais parce que justement, il se dit que c'est un auteur qui a écrit, donc forcément, c'est passé par la chaîne. Mais parce que lui donc aussi, bon, peut-être qu'il n'est pas il dit, bien formé, c'est pas vraiment... Donc tout le monde est fautif. Parce qu'une fois qu'on fait ici dans l'écosystème ivoirien, c'est bien. Mais quand on se déplace, quand on va à Genève, quand on expose, c'est là que vous êtes en compétition. Vous voyez les stands, vous voyez vos livres, vous regardez les livres des autres à côté. Ok. On comprend que la faute incombe aux trois parties, que sont les auteurs, éditeurs et Les lecteurs. Le lecteur lui-même, Ok, oui, le ok. lecteur. Alors parlons un peu de droit d'auteur. Pardon, j'ai oublié quelqu'un. Sans vite faire. Je fais vite les rapidement, critiques. s'il vous plaît. Ah oui, Aujourd'hui, d'accord, il y a oui. pas de critique. Ah. C'est le critique qui doit prendre sa plume et dire ce livre n'est pas bon. Pour ça, pour ça. Le critique est... Eux également, on les met dehors. Ok. Alors, droit d'auteur, plagiat manuscrit. Yann Cédric, oui. Comment la question des droits d'auteur se fait? Comment est-ce que ça fonctionne en Côte d'Ivoire? Je dis tout à l'heure que les droits d'auteur, d'abord il faut être déclaré au Burida. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne savent même pas qu'il faut être déclaré au Burida. Ils écrivent des livres, ils sont là, il faut aller les déposer au Burida pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Les pourcentages sont très, très maigres. Je disais tout à l'heure, l'écrivain peut avoir 5%, 10%, ça se négocie. Ça se négocie. C'est très, très, très faible. On n'écrit pas en fait des livres pour avoir de l'argent. Ça, il faut se comprendre. Il faut qu'on le comprenne. On n'écrit pas un livre pour avoir un prix littéraire. On n'écrit pas un livre pour avoir de l'argent. Ça, c'est clair. Maintenant, l'éditeur, lui, il édite son livre pour avoir de l'argent. Mais vous, quand vous écrivez, il ne faut pas vous mettre dans cette dynamique-là. Bien sûr, un livre peut avoir un succès commercial. Mais le succès n'est pas gage de qualité. Ce n'est pas parce que le livre se vend qu'il est bon. Vous comprenez? Donc, au niveau des droits,
l'auteur, vraiment, c'est faible, il n'a pas vraiment de grand droit. Ça va venir, parce que nous sommes une société en grosse construction. Mais vous dites qu'on n'écrit pas un livre pour avoir de l'argent, mais être auteur, c'est un métier, non? Aujourd'hui, c'est en train de changer, Voilà. les choses changent. Mais si vous mettez dans une logique, je vais écrire un livre pour me faire de l'argent, parce que le livre est intimiste, il vient d'un besoin de création. Vous êtes en combat avec des phrases, vous n'allez pas venir chercher à dire, ah, si vous pensez déjà au destinataire, vous écrivez n'importe quoi. J'écris aussi, j'ai dit, lorsque vous avez avec vous un mot que vous savez aveugle, que vous savez fou, et que vous le suivez quand même, en ne sachant pas où vous partez, alors seulement vous êtes écrivain. Celui qui connaît la chute de son livre, ce n'est pas un écrivain. On ne sait pas où on va quand on écrit. Donc on ne peut pas se préoccuper de qui va lire. Mais si vous écrivez et que vous dites, aïe, il y a une copine au quartier, elle va aimer mon livre, je vais mettre son nom. Si vous n'êtes pas dans la littérature, faites autre chose. D'accord. Faites autre chose. On entend aussi parler de plagiat. Qu'est-ce qui explique cela, le plagiat dans le monde de la littérature? C'est récurrent, il paraît. Hein, oui. Bon, ici pas trop, mais en Europe beaucoup plus. Mais ici pas trop, mais il y a eu quelques cas. Hein. Je n'ai pas envie de révéler les vieilles plaies. Mais Ah bon? Oui, on a un best-seller ici qui avait pris le livre d'un Un homme. best-seller. Oui, bon, ben ici best-seller, c'est pas beaucoup. Hein. Ah, best-seller, Michaud dont elle parle, Michaud, il fait 1 million. 1 million, Ici, oui, best-seller, c'est combien? c'est 1 million? best-seller. Ici, best-seller, c'est combien de... 500 000? 5 000. 5 000 livres, c'est déjà 5 bon. 000. Et pourquoi? On n'a pas entendu. J'ai honte de dire ça. 10 000 livres, Azata doit faire 20 000. C'est plutôt Azata qui font De gros chiffres. voilà, 20 000, mais deux fois on monte jusqu'à 30, 40 000. Là, je parle d'ici, hein, à Abidjan. Mais vendre 2 000 livres, c'est pas facile. Hein. C'est une société analphabète, je vous rappelle. Voilà. Ils n'achètent pas les livres, ils peuvent les lire, mais les acheter, ça devient autre chose. Monsieur Kipré, comment remédier à cela alors? Au plagiat, Oui. non, c'est pas, en Côte d'Ivoire, c'est pas trop récurrent. pas récurrent. C'est des cas tous les 5-10 ans, mais non, c'est pas récurrent. Et puis les moyens de contrôle, en fait, n'existent pas vraiment. Mais cette histoire de plagiat dont vous parlez là, comment elle s'est terminée alors? Ça s'est terminé, mais après, au début, il y avait un bras de fer, parce que le monsieur était religieux. Entre qui et qui? Attends, les deux personnes. Entre c'était le plagié le et... best-seller et puis le religieux le qui avait religieux. déposé son livre. À l'époque, le best-seller était dans une maison d'édition où il faisait rewrite, comment on appelle ça, correcteur. Correcteur, d'accord. Il était- donc, je veux dire, moi je suis dans une maison d'édition. Si je suis de mauvaise foi que vous déposez votre livre et puis vous voyagez, vous n'êtes pas là pendant longtemps, on ne vous sort pas pendant 5-10 ans, je peux écrire, je change les noms, c'est ce qu'il a fait. Effectivement. Et puis le monsieur est venu, il a reconnu, bon après ils ont réglé ça à l'amiable. Et rapidement, hein, parce que le temps, le temps qui nous appartient arrive à sa fin, on va terminer avec l'avenir du livre en Côte d'Ivoire et un avenir qui fait face au numérique en ce moment. C'est pas incompatible. Ça va bien ensemble. Il y a une phrase que je n'aime pas entendre, c'est les Ivoiriens ne lisent pas, les Ivoiriens lisent beaucoup. Moi, je ne vois pas des gens qui achètent mes livres, mais j'ai toujours une phrase, quelqu'un qui me dit « Ah oui, vous avez dit ça dans tel livre. » Je suis sûr qu'il ne l'a pas acheté, mais il a lu. Les Ivoiriens lisent beaucoup. Donc, il faut les laisser lire, parce qu'ils lisent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font déjà, ceux qui sont devant les kiosques, dès 6h30 du matin, les kiosques à journée? Jette un coup d'œil. Ils jettent un coup d'œil, mais ils lisent. Des fois, ils passent 20 minutes. D'accord. Mais il faut penser à cette façon de distribuer le livre. C'est de ça que je parlais. Est-ce qu'au-delà de la distribution... Pourquoi il faut Oui. pas... Il faut se réapproprier. Si les gens ne viennent pas à vous, pourquoi vous n'allez pas à eux? Vous voyez ce que je dis? Dans les Ivoiriens, vous mettez les jeunes aussi? Oui, Tout le les monde, gens, pour tout le monde. les jeunes. Les stations d'essence, ils sont toujours en train de prendre l'essence. Ça nous coûte quoi de déposer quelques livres à la station d'essence? Monsieur Guipry, est-ce que finalement, Ça est-ce que nous coûte quoi l'histoire dans le livre n'est pas fait pour intéresser ou désintéresser le lecteur? Je prends un exemple d'un best-seller, d'un livre qui est sorti par Nathalie Koa, Oui. Revenge Porn, qui racontait l'histoire de ce concept. Ce livre... Moi, je ne sais pas tout. Hein, Dès Son qu'il est histoire. sorti, bon, on vous le dit, C'est son on dit, histoire. dès qu'il est sorti ce livre, moi je connais des personnes qui ont des filles qui n'ont jamais lu ce livre, mais qui ont lu ce livre en une journée. Mais c'est bon, c'est révélateur de comment va la société ivoirienne, la société africaine et même le monde. C'est révélateur. On sait faire des best-sellers, c'est pas difficile. C'est du sang, c'est du sexe, c'est de l'argent. Vous mettez les trois, vous mettez ça à profusion. Un homme qui sort avec sa fille, qui est allé voir le prêtre alors que le prêtre draguait sa fille. Il a voulu le tuer, il a mis un peu de sang, on a vu, il a tué le couteau. Vous faites ça? C'est bizarre. Mais ça marche. Ils aiment bien. Parce que la trame, elle intrigue. Il y a de l'intrigue, il y a, Non, c'est pas il y a ça. du drame Mais aussi. je veux dire quelque chose de pas bien, c'est que
L'homme aime bien le C'est mal. vicieux. L'homme est attiré par tout ce qui ne doit pas se faire. D'accord. Tout ce qui ne doit pas se faire, il est attiré, il le lit. C'est pour ça que c'est intimiste. Il le lit en cachette, la nuit, il est content. Mais après ça, nous aussi, on a été attirés par le livre de Michelle Obama. C'était pas sale, c'était pas vicieux. Mais c'est parce que c'était Michelle Obama, justement. Mais c'est parce que Voilà. il y a les médias aussi, hein, la force des médias. Voilà, c'est ça. Dès qu'on vous dit quelqu'un est bien, quelqu'un c'est Exactement. Ça impacte. Voilà. Alors, on va terminer cette entrevue avec votre regard sur l'avenir du livre en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est, à votre avis, assez reluisant? Oui, ça va bien se passer. Moi, je compare ça à tout ce qui est comme la science naturelle. Les sciences naturelles, vous voyez qu'on met tout, et puis après, la sélection se fait un peu naturellement. Les meilleurs vont rester, et puis bon, les autres vont s'effacer. Il y a des maisons qui naissent, qui s'éteignent. Il y a des maisons qui naissent, il y a des auteurs qui arrivent, qui font un livre, qui disparaissent. Ils ne restent pas à la continuité. Moi, je vous ai dit que ça fait des années que je fais ça. Je ne gagne pas grand-chose là-dessus, mais j'ai besoin, je me sens bien à faire du livre, à faire des choses qui changent la vie des enfants, à faire des choses qui marchent. Voilà. Monsieur Kipré, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui on a été très heureux d'échanger avec vous. On rappelle que Monsieur Kipré est professeur de lettres, écrivain, éditeur et journaliste. Il est également à la création de sa maison d'édition, la maison Kyle Cedra Édition, éditeur d'œuvres littéraires. On va terminer rapidement avec votre actualité. Après cette période de Corona, on doit s'attendre à quoi? On a un livre collectif, c'était à deux, trois mains. J'ai écrit avec Titus Kofi, et c'est le grand livre de la musique ivoirienne. On balaie depuis les années 40. Parce que vous êtes producteur d'artistes également, hein, c'est important de le rappeler. Je fais tout ce que je sens. S'il y a un artiste qui chante bien, je ne vois pas pourquoi je vais me priver. Je vais prendre mon argent, aller acheter 2, 3 maisons. Quels sont les artistes que vous avez produits? Onakami, on sait. Oui, Lato Crespino, Le premier album. Oui, c'est moi qui ai d'accord. produit Lato Crespino. Il était à l'académie, moi j'étais formateur de Yaya oui, Kolo oui, et tout. oui. Et il avait des difficultés, il chantait bien dans le cadre tous les jours. J'ai dit, mais pourquoi pas? Donc je l'amène au studio tout de suite. Justement, parler de Yaya Touré, Zokora Didier, Baki Koné que vous avez enseigné. Avec ces enfants, on allait au prix Goncourt, je les obligeais à lire, je les obligeais à faire de la musique, je les obligeais à regarder l'étoile. Ils savent reconnaître l'étoile. Wow. C'est très important, il faut construire. Aujourd'hui, les gens disent, ils parlent anglais, ils sont contents, mais c'est des enfants qui ont été construits. Je ne suis pas peu fier. Ouais. En tout cas, merci à vous, merci à ma belle équipe, merci également aux téléspectateurs que vous êtes. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre cette émission. On vous en remercie et puis on sera encore des vôtres demain. Même heure, même canal sur la 3, vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici.